un client pense à la catégorie de votre produit, en tout cas il exprime le besoin, il pense à votre produit, etc. Et pour ça, bah, il faut être présent, il faut être visible et il faut être pertinent. Et donc, il faut bien cibler sa communication. C'est un consommateur qui est plus exigeant en plus, qui attend de vous des choses bien plus précises. C'est-à-dire que les articles ou les posts un peu, j'ai envie de dire bullshit, dans le sens trop fade, trop superficiel, ça ne fonctionne plus, quoi. C'est-à-dire, comment communiquer sur, je sais pas, comment lancer sa campagne de communication, c'est trop large. Il vaut mieux faire des posts de plus en plus, et on le verra par la suite, on en reparlera, mais vaut mieux créer des posts ou des articles très précis qui vont toucher 10 personnes, mais en convertir 5, qu'en toucher, qu'en rendre visible auprès de 1000 et en convertir 0 parce que personne ne se sent concerné. Donc il attend de vous une vraie plus-value, il attend de vous une vraie expertise. Ensuite, il est très sensible. Donc on parlera tout à l'heure des émotions. Il faut être très vigilant à votre façon de communiquer. Parce que, à l'inverse d'il y a 20 ans ou 30 ans, quand on avait le logo d'M6 qui tournait sur lui-même en relief, et on devait rassurer et être la plus grosse industrie, le plus gros building, aujourd'hui, on attend une relation humanisante de la part des marques. Donc on a besoin d'avoir un humain qui incarne l'entreprise par ses valeurs, par sa vision, par son éthique, et on a besoin de quelqu'un qui nous ressemble, ou en tout cas quelqu'un dont on est fier. Et donc, pour ça, il faut arriver à toucher la corde sensible. Pour d'autres raisons également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un choix factuel, la concurrence est telle que des choix factuels, vous êtes quand même en concurrence avec 10-15 personnes en face de vous. Donc, la corde de l'émotion est une corde très intéressante à aller chercher parce qu'elle crée du lien, elle crée une relation qui est moins destructible en cas de, je sais pas, approche d'un concurrent moins cher que vous ou d'un concurrent, je sais pas, qui a une plus forte notoriété, etc. Donc la sensibilité, c'est absolument quelque chose à intégrer dans votre communication. Ensuite, le consommateur est unique. Il est unique et pour illustrer un peu ce propos de façon très générale d'un point de vue marketing, vous verrez que sur les shampoings, aujourd'hui, on a carrément, même dans le titre, carrément un argumentaire. On n'est plus sur, shampoing pour cheveux, gras, on est sur, shampoing pour cheveux gras à tendance, je sais pas quoi, pointe sèche, coloré, recoloré, vieillissant, et cetera. Donc on sent bien que les gens ont besoin de plus en plus d'une communication très personnalisée, très identitaire et unique. Et parfois même sur un post, il peut vous arriver, de vous dire: «Cette fois, je remercie telle personne et je la valorise et c'est à cette personne que je m'adresse». Et au moins cette personne sera touchée que de se dire: «Bah non, mais il faut que je touche le plus grand nombre». On ne touche plus le plus grand nombre, à part si vous faites des grosses campagnes de médias et de matraquage en masse et encore, quoi. Ensuite, le consommateur est de plus en plus informé, donc chaque chose que vous amenez, chaque élément peut être vérifié. Ça veut dire que, pour appuyer vos propos, rien de mieux que d'appuyer par des chiffres, des études concrètes et être sûr de ce que vous dites, parce qu'il le vérifiera. Vous le voyez bien, les gens vont chez le médecin, ils savent déjà leur pré-diagnostic avant même d'avoir parlé au médecin et parfois même, ils ont l'impression d'en savoir plus que le médecin. Donc il faut considérer que, dans votre approche, il va y avoir des contestataires, il va y avoir des gens qui vont remettre en question vos propos et donc il faut faire en sorte que, vos propos soient étayés par des preuves tangibles. Ensuite, c'est un consommateur qui est de plus en plus connecté, donc connecté au sens où, c'est partout. Il ne doit pas vous voir, qu'une seule fois, il doit vous voir un peu partout, tout le temps. Vous devez l'accompagner dans sa vie le matin, dans sa vie le soir, dans sa vie le midi et pas toujours de la même manière. On voit de plus en plus dans les stratégies de contenu, qu'on va pas se contenter juste de dire, «Tiens, je poste ce matin une info, sectorielle», mais peut-être que cette fois, je vais alterner avec du témoignage, une citation, un commentaire plus léger. Bref, il attend de vous, finalement, une relation connectée en permanence, et donc un lien qui se crée. Et puis l'enquête de sens. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, et je ne sais pas si ça vous parle, le cercle d'or, mais il y a une très bonne conférence en ligne, on pourra vous mettre le lien si ça vous intéresse, sur le sujet du why. C'est-à-dire que, les gens ont besoin de savoir pourquoi vous faites ça. Et ça ne s'adresse pas qu'aux patrons, chefs d'entreprise, ouais, patrons, chefs d'entreprise, c'est aussi, à vous en tant que, en tant qu'expert, en tant que professionnel, d'expliquer pourquoi vous faites ce métier, pourquoi vous travaillez pour cette entreprise, pourquoi cette entreprise, elle avance dans ce sens, parce que ça dit beaucoup plus ça apporte beaucoup plus que dire ce que vous faites. Parfois on est maladroit dans ce qu'on fait, si on dit simplement: «Aujourd'hui je vends des véhicules»,
bon, bah, c'est pas la même chose que, j'aide les gens à mieux vivre leur transport, à vivre des voyages plus légers et cetera. Donc le pourquoi est hyper important et puis on a besoin aussi de comprendre quelles sont les valeurs intrinsèques de votre entreprise et surtout, ce que vous avez posé. Donc c'est pour ça que dans les startups, on parle beaucoup de manifeste en interne, pour expliquer les valeurs de votre entreprise et de savoir, c'est quoi les grands principes? La transparence, l'environnement, l'engagement, la satisfaction client et de façon très précise, comment elle se manifeste. Je vois aussi beaucoup de projets d'entreprises qui me disent: «Bah, moi, mon entreprise, elle est éthique». Éthique, aujourd'hui, c'est tellement 90 des boîtes qui se revendiquent éthiques que ça ne veut plus rien dire. Il faut expliquer quelle est mon éthique, quelles sont mes voilà, mes limites, voilà, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente et ce que je poursuis aujourd'hui, quoi. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà des réflexions sur le sujet ou des questions. N'hésitez pas en tout cas. Vous pouvez même les poser dans le chat ou à l'oral, enfin, rien pour le moment? Non, non, rien pour le moment. OK. Donc ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a alors, donc pour revenir sur le consommateur, une fois qu'on a bien analysé comment il évolue, c'est important de définir votre cible. Votre cible et c'est pas seulement comme avant de dire: «Ma cible, elle est CSP+, elle habite là et elle gagne tant». Ça nous intéresse que peu puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même un iPhone, des étudiants, préfèrent manger des pâtes pendant 2 mois et s'acheter un iPhone à 1 000 €. Donc ça a plus de sens, même de catégoriser uniquement par revenu. En revanche, ce qui peut nous intéresser et ce qui va nous permettre même de poster sur LinkedIn, c'est de comprendre c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses engagements, c'est quoi son éthique, c'est quoi ses principes, ses valeurs, ses névroses également, qu'est-ce qui le stresse au quotidien et quels sont ses problèmes. Quand on parle de problèmes, on ne parle pas seulement de dire, parce que souvent on dit: «Voilà, moi je ma boîte, voilà le concept c'est». Non, c'est plutôt quel problème je solutionne pour ma cible et c'est comme ça qu'on va pouvoir décliner en sous-problèmes. Je vais essayer d'illustrer ça. Par exemple, quand les gens viennent nous voir, ils nous disent: «Bah, je veux me former au marketing digital». Le problème, il est pas là. Le problème, c'est, j'ai du mal à évoluer au sein de l'entreprise. Donc mon problème, c'est comment, peut-être grimper dans l'entreprise ou évoluer de poste, changer de poste. Ou j'ai du mal à communiquer auprès de mes clients parce que mes clients sont connectés et qu'aujourd'hui je ne maîtrise pas la communication digitale. Ou, j'ai conscience qu'en termes de budget, j'arriverai à mieux maîtriser le coût d'acquisition client si je communiquais et j'utilisais le digital que si j'utilisais des médias traditionnels. Donc il faut arriver à décomposer tous les problèmes qu'ont votre cible et ça fera presque votre stratégie de contenu, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Et une fois que j'ai posé vraiment ma cible, je vais aller définir mon parcours client. Je vais donner l'exemple d'une société, avec laquelle j'ai travaillé des années, qui était dans la construction de maisons individuelles. Longtemps, on s'est posé la question sur le parcours client en disant: «Bah, je comprends pas, au moment où les gens vont acheter leur maison, bah, on se retrouve 5 ou 6 constructeurs, on est en compétition, on perd les compétitions une fois sur 5. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher un peu plus le client plus en amont?» Bah, en fait, on se rend compte que le projet d'une maison, par exemple, c'est un projet qu'on mûrit très en amont. Et donc peut-être au moment où on est enceinte du deuxième enfant, on va acheter un chien, enfin on va prendre un chien, on va changer de voiture et cetera et donc ça remonte et ça se nourrit peut-être 1 an avant même d'avoir signé le contrat pour faire la maison et c'est peut-être à ce moment-là, au moment où on commence à envisager de se dire peut-être qu'un jour on fera construire une maison qu'il va falloir le capter et peut-être que les actualités ou les postes qui seront pertinents, c'est vivre à tel endroit, le prix du mètre carré ou vivre à tel endroit, les avantages, les crèches et cetera. Ce que je veux dire, c'est que le parcours client ne commence pas au moment où on va acheter. Le parcours client commence au moment même où où le consommateur commence à s'intéresser au sujet. Et il s'arrête pas au moment de l'achat, il s'arrête il s'arrête finalement jamais puisque le but étant de le faire réacheter, recommander et cetera et témoigner de sa satisfaction. Et donc ça, il faut bien le mettre à plat pour comprendre, à quel moment je dois le toucher et quel sujet et construire ces étapes-là. C'est ce qui va aussi parfois vous construire votre stratégie d'emailing, par exemple, savoir le premier mail à froid, comment je le touche, le deuxième, le troisième, et cetera. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris le temps de bien définir ce qu'on appelle sa cible, donc le persona et le parcours client? Est-ce que c'est un mécanisme que vous avez fait ou pas? Oui, oui, pour ma part, j'ai effectivement, lorsque je suis arrivée dans cette nouvelle entreprise l'année dernière, j'avais fait un plan d'action, prescription et effectivement, comme il n'y avait pas, voilà, cette notoriété, sur le marché, je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir trouver un autre moyen de toucher, en fait, les architectes».
pas Mhm. en les attaquant directement avec nos produits. De toute manière, c'est pas le but de mon métier, mais comment je peux solliciter, en fait, comment je peux attirer leur attention. Et donc, c'est de parler, en fait, ben, je me suis inscrite à des visites de chantier avec des architectes. Donc déjà, d'une, ça me permet de faire des rencontres, mais également de mieux comprendre leur jargon interne. Donc c'est aussi un développement culturel. Et puis après, de transmettre des émotions par biais de posts. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment développer parce que j'ai vu que ça plaisait après, lorsque j'ai fait au mois de décembre un post sur une visite de projet avec mon ressenti. J'ai observé qu'il y avait beaucoup plus de vues que sur n'importe quel autre poste. Donc je pense que voilà, ça m'a permis de définir euh, le parcours de mon client et ce qu'il attend en fait. C'est intéressant et puis, je pense qu'il y a une des démarches qu'on oublie parfois de faire et je pense qu'on ne devrait jamais s'arrêter de faire. Enfin, je suis intervenue pour une grande marque récemment également, bon qui a 60 ans d'existence et on est revenu à des basiques, c'est-à-dire, solliciter 20 clients, les appeler, les écouter pendant 40-45 minutes. Comprendre c'est quoi leur vocabulaire, qu'est-ce qui les touche, comment ils nous ont connus, comment chaque fois, qu'est-ce qu'ils se disent dans les magasins quand ils viennent nous chercher. Enfin, et je pense qu'on devrait faire cette démarche à chaque fois, de se dire peut-être 1 fois tous les 2 ans ou même chaque année ou même je sais pas à quelle cadence, mais écouter ce que disent nos clients, quels sont leurs vocabulaires, ils sont touchés par quoi, ils sont sensibles par quoi, et entamer une vraie discussion. Il y a que comme ça qu'on comprend aussi ce qu'ils attendent de nous et quelle relation ils attendent, quoi. Donc, et c'est intéressant, c'est ce qui nous permet après de construire effectivement ces fameux posts à émotion qui vont être encore plus percutants, quoi. Oui, d'accord. J'ai eu le même cas, bonjour Virginie, c'est donc Raphaël. J'ai eu le même cas, moi en fait, Bonjour. j'ai créé ma société donc l'année passée, et c'est vrai que le fait de pas se concentrer du coup sur réellement, on va dire, sa relation client, parce que je l'ai fait, mais en fait, je me suis complètement éparpillé. J'avais tellement de propositions à faire. Je proposais beaucoup trop de services. J'étais tout seul. Et avoir en fait un cœur de cible, quand on propose 36 000 choses, c'est impossible. Et du coup, justement, là, j'ai réfléchi à pas mal de choses. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire déjà ce que j'aime vraiment et avoir vraiment un cœur de cible et aller chercher vraiment une niche. Et le fait, c'est vrai que de m'être spécialisé, déjà m'a permis de pouvoir augmenter aussi ma tarification, mais m'a permis surtout d'avoir vraiment un standing et de savoir où je m'en vais. Et c'est vrai que depuis, là, je suis en train de remettre toute une stratégie donc, digitale en place et ça commence déjà à fonctionner. J'ai des clients qui commencent à me contacter eux-mêmes et c'est vrai que déjà, ça donne le sourire parce que j'ai perdu énormément d'argent la première année. J'ai perdu plus de 20 000 euros la première année. Et voilà, là, après, je me dis, voilà, la deuxième année commence et j'ai suivi pas mal donc, les conseils que tu apportes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai voulu en faire un peu qu'à ma tête. Je me suis dit, allez, je fonce, je fais exactement ce que je pense qui est bon. Et en fait, non, c'est que il faut savoir retourner aux bases des choses et l'émotion vend. Et quand on a une niche, on va vraiment dans son émotion. Et c'est ça que je vois en fait qui fonctionne vraiment. Donc, j'essaie de continuer sur cette branche-là. Mais voilà, par contre, je suis encore très mauvais sur LinkedIn. Donc, C'est intéressant de soulever le sujet parce que ça me rappelle une start-up qui a quelques années avait pénétré le marché sur un PowerPoint simplifié. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, c'était pas Prési, c'était je n'arrive plus à retrouver le nom. Et puis elle expliquait qu'en fait, effectivement, elle était très à l'écoute de ses clients, ce qu'il faut. Et puis, à un moment donné, les gens disaient donc le but était de dire: «OK, vous faites une presse PowerPoint, mais en moins de 5 minutes», parce que, le constat était le problème, c'était que dans toutes les boîtes, on prend presque des stagiaires à temps complet pour faire des presses. Et donc, ils avaient fait lister un ensemble de fonctionnalités, des gens qui disaient: «Ouais, ce serait bien qu'on puisse faire des schémas, des machins, et cetera». Et donc, ils mettaient ça sur la pile sans arrêt des développeurs. Et puis un jour, ils se sont arrêtés en disant: «Mais attends, c'est pas notre ADN, on s'écarte beaucoup trop de ce qu'on voulait faire». Et donc, et à la fin, ils ont construit comme ça leur argument
argumentaire et leurs promesses. En fait, on n'est pas PowerPoint, sinon tu vas chez PowerPoint. On n'est pas Prezi pour avoir un truc hyper chiadé, hyper évolué. Nous, on fait des prêts en moins de 5 minutes. Et donc, ils ont dit, c'est eux-mêmes qui construisent en disant, tu veux du PowerPoint, tu vas chez PowerPoint, tu veux quelque chose d'élaboré, tu vas chez Prezi. Chez nous, ce sera la presse rapide. Et c'est devenu clivant. Et en étant clivant, ça a permis de vraiment, vraiment capter une cible et de la convertir. Et ça me rappellera toujours quand j'ai monté mon agence digitale où effectivement, on avait un positionnement plutôt quali, très haut de gamme, très personnalisé, et on disait, ok, tu veux un site à moins de 3 000 €, on ne sait pas faire. Donc, tu peux effectivement t'adresser. Je peux te donner des coordonnées de freelance qui vont te faire un site clé en main à moins de 3 000 €. Et chez nous, c'est du sur-mesure. C'est 5 personnes qui travaillent dessus. Donc, on atteindra jamais ce genre de budget et on fera ça, etc. Donc, parfois, ça vaut même la peine d'écouter ses clients pour comprendre qu'ils ont peut-être, il y en a certains qui ne sont pas vos bons clients. Enfin, et ce ne sera pas ceux-là qu'il faut travailler et qu'il faut être capable parfois de leur dire, c'est peut-être pas chez moi qu'il faut aller, mais je t'oriente. Mon positionnement, il est celui-ci. Donc, avec le temps, ça donne 2 leçons. La première, c'est qu'il faut quand même toujours écouter, être à l'écoute de ce qui se fait, de ce qu'ils attendent. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, faire tout, c'est faire rien, puisque personne ne vous assimile à rien. En revanche, parfois, il faut savoir dire non, dire stop et dire, moi, je ne réponds pas à ça. Et donc, si tu veux ça, il faut aller ailleurs. Et si tu veux, voilà. Et moi, je suis positionnée comme ça. Donc, c'est assez intéressant aussi. Ça peut clarifier aussi une stratégie, quoi. Pour avancer un peu sur les réseaux sociaux, donc effectivement, il n'y aura pas de surprise pour dire que les réseaux sociaux, ce sont des nouveaux outils pour générer de la croissance, qu'aujourd'hui, ce sont des formidables médias. Encore une fois, ce sont des médias, à vous d'y constituer l'audience. Tout à l'heure, l'un d'entre vous disait « j'accepte tout le monde » ou « j'accepte des gens de mon métier et ça ne m'apporte rien ». Effectivement, c'est vous qui décidez de créer votre média en touchant les personnes qui vous intéressent. D'autant plus que LinkedIn fonctionne avec un algorithme et donc vous allez commencer à inviter des gens d'une certaine profession ou d'un certain secteur et on va vous en suggérer de plus en plus et vous rendre visible de personnes qui vous intéressent. Donc, c'est à vous de créer la mécanique, de commencer à cibler en disant, voilà, si je cible que des directeurs marketing, je vais inviter que des directeurs marketing pendant un temps et c'est après LinkedIn qui naturellement va me pousser des directeurs marketing. Donc, à vous de créer cette audience pertinente parce qu'effectivement, c'est aussi ce qui va conditionner vos taux d'engagement. Je ne sais pas si la notion de taux d'engagement est claire pour tout le monde, mais vous pouvez avoir un post visible et c'est très chouette, qui a une belle portée et que 1000 personnes voient votre post. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est combien de personnes vont interagir avec ce post, combien de personnes vont liker, commenter, partager, etc. Ça, c'est ce qui va pouvoir montrer la manifestation d'intérêt. Donc, plus vous allez cibler votre audience et les invitations, plus vous aurez un taux d'engagement fort, en tout cas, et vous aurez de chance de faire de la conversion derrière. Et ça, il faut bien le calibrer. Ensuite, donc pour arriver sur LinkedIn, alors LinkedIn, c'est plusieurs objectifs. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel, c'est aussi le réseau social des cadres. Vous pouvez, finalement, il n'y a pas de... C'est un outil que vous pouvez utiliser pour plein d'objectifs, travailler votre marque employeur, recruter, vendre, asseoir votre légitimité, rassurer, faire une veille. Il faut bien définir, avant même de vous lancer dans l'aventure LinkedIn, quels sont vos objectifs. Donc, quelle est votre cible, votre objectif, ce que vous poursuivez. Chaque post que vous allez publier doit poursuivre un objectif bien précis. Encore une fois, gardez toujours en tête le message que vous souhaitez passer. On a en ce moment une formation LinkedIn en bas et donc on en parlait ce matin, qu'en gros un bon post, c'est un post où vous vous rappelez peut-être la cible, rien ne vous empêche de dire voilà, vous êtes commercial et vous travaillez à tel endroit depuis tant d'années, voilà ce qu'on propose, y mettre de l'émotion et ensuite ce que vous attendez des gens. Postulez, rejoignez-nous, contactez-nous, demandez-nous des renseignements. Des études ont montré que plus vous dites aux gens ce que vous attendez d'eux, plus ils le feront. Et donc, on peut augmenter même de 30% les actions derrière quand on dit aux gens ce que vous attendez d'eux. C'est le même exemple que quand vous allez, je sais pas, vous lancer une entreprise, vous allez dans une soirée, et puis vous dites que vous lancez votre entreprise et vous ne dites pas, écoute, si tu connais des clients qui seraient intéressés, les gens ne peuvent pas savoir et n'ont pas le réflexe. Donc, il faut apprendre à leur donner le réflexe et surtout aussi à bien pitcher ce que vous faites de façon très simple,
et accessible à votre cible pour qu'ils puissent en parler et partager cette information. Donc LinkedIn, c'est vraiment un outil super efficace à condition de poursuivre un objectif bien précis, encore une fois. Pour accélérer sur cette... je vais plutôt accélérer sur cette partie-là, parce que je vois le temps passer. On va aller directement sur les clés un peu pour booster vos ventes ou booster votre activité sur le réseau. À votre avis, c'est quoi un bon profil sur LinkedIn? Qu'est-ce qu'il faut? À votre avis, quels sont les prérequis? Vous avez une idée des critères qui font un bon profil? Moi, je dirais une photo et puis une phrase d'accroche. Ouais, alors la première chose, c'est la photo, c'est important de le souligner parce que parfois on la néglige, on voit des photos de vacances, etc. Une photo avec un sourire, déjà, c'est beaucoup plus avenant. Une photo où il n'y a pas trop de fioritures derrière pour qu'on soit quand même centré sur votre visage. Plus elle est proche, plus elle est percutante. Également, évidemment, il faut qu'elle soit rassurante. Donc, il faut travailler sa posture. Aujourd'hui, vous avez des photographes qui vous font ça pour 60, 70 euros, qui vous font des photos. Ça vaut le coup d'investir dans une belle photo professionnelle. Ensuite, c'est important, effectivement, dans le titre, vous avez une zone de titre, c'est d'avoir une promesse. On ne dit plus je vends du conseil, de la prestation je sais pas, du conseil en architecture, par exemple. On dit ce qu'on apporte aux clients et pourquoi on le fait. J'aide les gens à, j'accompagne les gens dans leur, mais on est beaucoup moins, on est plutôt sur le why, comme on disait, et sur le sens qu'on donne à son entreprise. À votre avis, il y a d'autres éléments importants sur un profil? Peut-être pas Les inspiré. mots-clés, peut-être? Les mots-clés, bien définir les mots-clés sur lesquels vous voulez vous référencer, effectivement. Un des points importants, n'oubliez pas de rentrer dans le vocabulaire de votre cible. Si vous avez bien déterminé, je vais donner un exemple très basique, mais si vous travaillez, si vous cherchez à recruter des commerciaux, vous pensez que certains vont taper bizdev, d'autres vont taper commercial, d'autres vont taper vendeur, d'autres vont taper, je sais pas, sales. Il y a des termes qui sont différents. Il faut bien les mettre à plat pour éviter de passer à côté de la cible, en fait. De la même manière, en fonction de votre cible, je sais pas, vous pourriez mettre que vous êtes CEO, fondateur, dirigeant, président, enfin les PDG, en fonction de l'âge de votre cible, du secteur dans lequel vous évoluez, vous n'utiliserez pas les mêmes intitulés de titres. Et ça, faut bien le penser en amont. Il faut penser une chose, c'est que votre profil, c'est votre vitrine. C'est la première impression que vous donnez. Donc même dans le petit résumé que vous avez, info, il faut bien travailler cette approche-là. Bien travailler, c'est aussi bien aérer. La forme compte autant que le fond. Bien aérer, utiliser des verbes de transition, utiliser des emojis, utiliser des bons hashtags. Il faut bien réfléchir à ça. Et plus vous serez optimisé, c'est comme un site internet, plus vous serez visible et percutant. Quelques points aussi, il n'est pas inintéressant. La reco, évidemment, il y a quelques années, on disait ça n'apporte rien, sauf que quand même, si vous vous lancez, que vous démarrez, la reco a du sens. Pourquoi? Parce que savoir qu'il y a quelques personnes qui vous font confiance, c'est comme des avis clients, vous avez sur Internet, voilà, ça contribue à rassurer. C'est un ensemble d'éléments que vous allez faire pour rassurer. On parlait tout à l'heure de la photo, le bandeau est aussi intéressant. Si vous voulez vraiment faire de la visibilité à votre marque, n'hésitez pas à utiliser, je ne sais pas si vous le voyez en haut là, cette zone-là, qui vous permet d'avoir une belle surface de communication. Si vous avez une entreprise, il ne faut pas hésiter à créer ce bandeau qui soit cohérent avec tous vos salariés, pour qu'il y ait une répétition, que les gens impriment que que tout le monde est de la même société, en fait. À quelle fréquence postez-vous sur LinkedIn? À votre avis, c'est quoi la bonne fréquence? Je dirais 2 minimum par semaine. 2 contenus par semaine minimum. Je dirais Est-ce une que tout fois. le monde est d'accord? Une fois par Une fois semaine. par semaine? Ouais, si on communique trop, après, on n'est plus lu. Alors, c'est intéressant, pareil. Alors, il faut poster régulièrement, très régulièrement, et si vous perdez cette habitude, vous perdez le jus, dans le sens où LinkedIn va vous pénaliser ou vous rendre moins visible. Moins vous publiez, moins LinkedIn vous rend visible. C'est aussi une boucle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise récurrence, si ce n'est que si vous ne publiez pas au moins une fois par semaine, évidemment,
voilà, vous perdrez tout l'effet de vos posts. En revanche, il vaut mieux un bon post que plein de petits posts qui n'interagissent pas ou qui percutent pas. C'est pour ça que je vous disais que parfois, il faut bien penser. Il y a des gens qui mettent 2 heures à écrire un post. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs de mettre 1h30, 2 heures à écrire un post pour bien faire passer un message. Je retourne, parfois je vais y réfléchir un quart d'heure et je reviens dessus, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des posts qui sont très percutants. Après, vous avez des comptes comme vous êtes dans le top 10 des gens qui sont sur LinkedIn, Michael Aguilar, qui met un post par jour, mais qui est un post de 3 lignes avec un visuel drôle qui illustre une de ses pensées ou un principe. Encore une fois, plus vous serez régulier, plus vous allez poster, plus vous serez visible. En revanche, effectivement, 2 posts en même temps, ça n'a pas de sens. Il faut laisser quand même un temps entre 2 posts. Mais un post par jour, ça peut être pas mal. Donc voilà, faut pas hésiter. Moi, je sais que je le vois depuis que j'ai augmenté. Si j'ai pas 1000 vues sur un post, je suis pas contente, quoi. Aujourd'hui, c'est mon minimum pour me dire que voilà, le post a quand même atteint un minimum d'audience. Sur 11 000, j'ai 11 000 personnes qui me suivent ou un peu plus. Du coup, il faut aussi se fixer ces objectifs-là, de se dire voilà, je vais mettre un bon post et je vais le travailler plutôt que de matraquer. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de faire une stratégie éditoriale, de penser ces posts en amont. Si vous levez le matin en disant qu'est-ce que je vais faire, il y aura des matins où vous allez vous dire ah non, j'ai la flemme, je ne sais pas quoi dire. Donc il faut absolument se dire peut-être penser au moins à savoir, je sais pas, c'est ce post par semaine, je sais exactement ce que je vais écrire ou je l'écris en amont et ensuite je vais me laisser la liberté d'en poster d'autres sur mon ressenti, sur un événement, sur partager une émotion, partager une victoire, partager un échec et le transformer en réussite également. Donc c'est important de bien le réfléchir et d'alterner les contenus pour pas lasser les gens également. C'est-à-dire que les formats, les posts trop longs tous les matins, ça peut être voilà, à moins qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée incroyable. Mais vous pouvez alterner entre des choses visuelles, des choses vidéo, des citations, etc. Et les mettre aussi, les valoriser. Encore une fois, la forme est aussi importante que le fond. Donc, c'est des outils comme Canva aujourd'hui qui vous permettent de faire des beaux visuels efficaces en y passant 5 minutes et du coup d'avoir des posts plus percutants, quoi. Le visuel est hyper percutant. N'oubliez pas que quand vous mettez une photo, ça a toujours. Je sais que parfois, une des réflexions que j'ai, beaucoup de gens me disent mais, je suis humble, je suis discrète, je veux pas poster une photo de moi, je suis pas selfie, etc. Oui, mais les gens ont besoin de mettre un visage sur vous. Parfois, vous allez peut-être livrer vos émotions et le lire sur votre visage, ça vaut 1000 mots, comme on dit. Donc parfois, il faut se faire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut. Parce que paradoxalement, si vous sortez trop de votre personnalité et que vous n'êtes pas vous-même, on l'a vu régulièrement et plus particulièrement ces derniers temps en politique, quand les gens ne sont pas eux-mêmes dans leurs meetings, ça se ressent et du coup, ça n'atteint pas l'objectif. Donc il faut être soi-même, se déterminer quelles sont mes limites de ce que je partage, de ce que je suis et comment je veux être et l'attitude que je veux avoir. En revanche, de temps en temps, un visuel, ça fait pas de mal pour rappeler que vous êtes humaine, que vous êtes là, que vous existez, qu'il y a une vraie personne derrière et aussi travailler les sens, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont très visuels et qui ont besoin de ça. D'autant qu'un post avec une photo, vous avez vu la place que ça prend par rapport à du texte également. Donc c'est beaucoup plus visible sur le réseau social. Il y en a qui ont des freins à mettre des photos ici ou vous êtes tous à l'aise avec le principe? Non, pour ma part, je suis plutôt à l'aise. Vous êtes à l'aise? Oui. Moi, je peux plutôt facilement mettre des photos, mais rarement de moi, en fait, pour illustrer un sujet ou un discours, mais pas forcément de moi en situation. Bon, en tout cas, de temps en temps, ça peut avoir du sens. Voilà, ça peut avoir du sens de rappeler qui vous êtes et de mettre un visage. Encore plus si vous rassurez. Je veux dire, les gens qui sont encore plus quand vous avez de la sincérité, de la sensibilité et que vous êtes capable de le faire retranscrire par le visage, c'est aussi intéressant parce que ça appuie aussi parfois certains propos et ça l'illustre et enfin, voilà, ça conforte encore plus les mots que vous pourrez mettre, quoi. Est-ce que vous connaissez parfaitement vos cibles aujourd'hui? Est-ce que tout le monde l'a clairement identifié ou là, en discutant, vous vous apercevez qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, des éléments qui vous sont nécessaires pour pouvoir poster?
Alors moi, je pense que oui, j'ai clairement ma cible, vu que je me suis spécialisé clairement dans 3 domaines. Je pense que c'est surtout mon approche qui est encore à travailler. C'est-à-dire? Ma communication en termes, enfin, mon approche directe en fait, quand je vends mon produit, je pense que il y a une manière que je dois retravailler. D'accord. C'est dans les mots, c'est dans la promesse? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que de ce que j'ai pu entendre là depuis tout à l'heure, je pense voilà, c'est ça, c'est la promesse. Revoir clairement aussi donc du coup ma vitrine, hein, comme on disait tout à l'heure, et surtout l'approche quand je parle avec eux, etc. La manière de me vendre, je pense, qui ne correspond peut-être pas encore assez bien, parce que c'est vrai que j'ai la cible que je vise a quand même un certain standing vis-à-vis des vidéos que je propose versus mes collaborateurs. Par exemple, je donne un exemple, hein, des collaborateurs qui font des vidéos à 500 euros. Moi, je suis voilà, je me place entre 1500 et 7000 euros la vidéo. Voilà, donc c'est Ok, après alors il ne voilà, faut c'est pas des hésiter vidéos à de voyage, tester. etc. aussi. Hein. Donc c'est pour ça. Faut pas hésiter de tester. N'oubliez pas que c'est aussi un laboratoire de test et qu'il n'y a pas de honte à tester. Ou vous regarderez dans mes posts sur mon mur, parfois je fais des blagues et ça ne percute pas. Ça ne veut pas dire pour autant que j'y passe la soirée à ruminer et me dire que ma blague n'a pas plu. C'est pareil pour la promesse, il faut pas hésiter à la reformuler, reformuler, reformuler jusqu'à ce qu'elle percute. C'est en essayant qu'on finit par trouver la bonne phrase, des bons arguments et des bons mots qui collent, quoi. Donc voilà. Et moi-même d'ailleurs, vous le voyez sur mon profil, mais je change régulièrement, je la peaufine cette promesse. Je la rends de plus en plus clivante et je la fais monter progressivement. Donc et puis un jour, c'est fluide pour tout le monde et c'est là qu'on comprend. Et puis parfois, il faut la remettre en question des années après. Enfin bref, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le test and learn et il est permanent. Et même sur LinkedIn, vous avez un beau laboratoire pour le faire, quoi. C'est pour ça que là, je suis en train de tester. Là, je suis parti sur une stratégie entre guillemets de branding en ce moment. D'accord. Construction de marque pour être Voilà, plus c'est ça, visible, essayer c'est ça? d'apporter un peu les valeurs et puis vraiment leur donner cette sensation de rentrer dans mon intimité, entre guillemets. Donc là, je suis en train de tout préparer vis-à-vis d'un prochain tournage, surtout dans le désert du Sahara, les emmener clairement avec moi. OK. Bon, en tout cas, ça dit une chose, que ce soit promesse, branding, tout objectif que vous poursuivez, la première des choses à faire, c'est s'intéresser à vos cibles. S'intéresser, c'est effectivement mieux les connaître, mais également, il ne s'agit pas que de poster. LinkedIn, c'est pas seulement une vitrine, un média pour poster. Si vous ne savez pas encore quoi poster ou définir votre stratégie, allez vous intéresser aux autres. Allez suivre les bonnes personnes, celles qui vous inspirent, celles qui vous intéressent, vos clients potentiels, vos partenaires potentiels, tout l'écosystème de votre entreprise, de votre projet, pour aller liker, commenter, féliciter. Ça coûte rien de complimenter. Rendez-vous visible. N'oubliez pas, c'est un peu comme la radio, quand on met un plan média radio, il faut 7 à 10 répétitions jour. C'est un peu pareil sur LinkedIn. On vous retiendra quand on vous aura vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Donc en attendant, perdez pas votre temps si vous ne savez pas quoi poster. Commencez déjà à vous rendre visible et allez liker les choses des autres. Et puis, rien ne vous empêche également de partager aussi des actus des autres sur votre mur, de dire voilà, pour démarrer, j'ai lu un article ce matin, je le trouve intéressant. Pourquoi? Heu, il s'adresse à qui? Ou en tout cas, il serait pertinent. Vous êtes, je sais pas, vous êtes, vous recrutez en ce moment des commerciaux, cet article va vous intéresser. J'ai trouvé que l'analyse était hyper pertinente sur, l'évolution des attentes des commerciaux aujourd'hui et je sais pas, l'indice salarial derrière. Expliquez pourquoi et vous pouvez taguer même 1 ou 2 personnes de votre réseau pour leur dire: «Voilà, toi encore plus ça va t'intéresser parce que c'est un sujet sur lequel j'ai vu que tu partageais». Donc montrez que vous avez pensé aussi à 1 ou 2 personnes qui seraient intéressées par ce sujet-là. Donc en tout cas, même si vous ne savez pas quoi dire, utilisez ce que disent les autres et interagissez avec ce que disent les autres pour essayer de commencer à créer du lien. N'oubliez pas, que, LinkedIn, c'est comme, la vraie vie. Vous n'arrivez pas à une soirée en parlant de vous. Vous arrivez à une soirée en vous intéressant d'abord aux autres, pour qu'après, éventuellement et pas que pour ça, mais, c'est ce qui va faire qu'ils vont s'intéresser éventuellement à vous. Voilà, donc faut pas rester centré que sur soi.
Quel type de posts vous font réagir? Alors vous, personnellement, est-ce qu'il y a des posts qui vous attirent l'attention plus que d'autres sur LinkedIn? Oui, clairement, c'est clairement ma cible, moi, qui m'intéresse. Par exemple, moi, c'est tout ce qui va être milieu de l'hôtellerie, les nouveautés, l'actualité sur ce qui se passe, etc. Comme par exemple avec la Covid, comment s'en sortent aujourd'hui les hôtels, tout ce qui va toucher au tourisme aussi, à la fois, ça m'intéresse fortement, et tout ce qui va toucher à l'immobilier. Est-ce que vous avez pu analyser, Raphaël, mais aussi Edwin, Clémence, Claire, qu'il y a des posts qui sont plus percutants que d'autres et quelles sont les raisons de ces posts? Pourquoi vous les voyez plus que d'autres? Dans la structure même ou dans l'approche? Ceux qui sont clivants peut-être aussi, soit des choses très très drôles ou soit des choses qui amènent à débattre aussi. Moi, en tout cas, je sais que les posts qui sont très drôles me touchent beaucoup plus parce que, en plus, le climat ambiant fait qu'on a besoin de ça. Et puis, aussi ce qui fait débat parce que ça permet de commenter. Et un peu comme Facebook, en fait, finalement, on est hyper curieux. Donc, généralement, quand on voit un post qui est percutant, on va souvent lire les commentaires des autres, en fait. Et ouais, je trouve que c'est un peu ça, enfin, me concernant. Ok, ouais. Et je pense qu'en plus, pardon, Edwin allait parler. Je pense que le nerf de la guerre, encore une fois, quand on rigole ou quand on déteste, c'est l'émotion. Et c'est vrai que dès que ça génère une émotion en nous, ça percute et ça nous donne envie de réagir et donc d'interagir. Donc c'est intéressant. Pardon, Edwin, vous vouliez dire quelque chose? Il n'y a pas de souci, bonjour. Ouais, moi, c'est plus les posts, alors à la fois créatifs, parce que du coup, je suis dans le domaine en partie du jeu vidéo, donc ça me touche beaucoup. Et il y a aussi tous les posts qui sont assez constructifs, où on sent qu'il y a vraiment une évolution en fait au fil de la lecture. On passe d'une situation A à une situation B, et comment on y passe, en fait, je trouve ça intéressant. C'est hyper pertinent aussi ce que vous dites parce que, donc récemment, on avait un community manager, donc qui est venu en formation chez nous, qui nous disait, bon, il est dans les transports et que c'était compliqué de communiquer parce que beaucoup des internautes vomissaient la marque, enfin en tout cas en ligne. Ils prenaient très cher sur les réseaux sociaux et en fait, faut aussi penser que par moment, il peut être intéressant aussi de montrer de la complicité avec votre cible. Exemple, imaginons que vous travaillez pour une compagnie aérienne, ça peut être de dire, vous pourriez introduire parce que l'introduction, la première phrase est essentielle, c'est sûr, dans la structure de votre poste. Donc ça peut être de dire: «J'en peux plus de ces contrôles à l'aéroport, je viens d'en passer 7», par exemple. Là, quand vous faites ça, vous permettez aux internautes de se retrouver en vous, donc ils se sentent concernés. Ensuite, vous pouvez passer les 5 lignes d'après à dire: «C'est pénible, j'arrive à l'aéroport, 1er contrôle, 2e contrôle, faut enlever la ceinture, enlever les chaussures, ensuite on me dit d'enlever mes clés» et cetera, machin. Là, encore une fois, vous confortez, vous construisez l'histoire et ensuite de dire: «Ouais, mais je me pose dans l'avion et c'est à ce moment-là où je me sens rassurée. Je me dis que je peux décoller en toute sécurité parce que j'ai passé ces 5 contrôles et que finalement au retour on m'a pas contrôlée et que c'est là que je me suis angoissée». Ce que je veux dire, c'est que même un post, au départ, qui pourrait être contre votre marque, vous pouvez le transformer en atout pour vous. Et Edwin, à juste titre, ce que vous dites est intéressant, c'est que c'est aussi dans la narration des posts, que ça va faire la différence. Il faut accrocher les gens pour qu'ils jusqu'au bout qu'il y ait une chute. Ça me rappelle toujours la pub, je ne sais pas si vous vous souvenez sur YouTube de Samsung pour l'écran plat, où finalement la vidéo n'a juste aucun intérêt. C'est quelqu'un qui rentre dans un magasin, qui va voler un écran plat, qui a fait des millions et des millions de vues parce que tout le monde attendait la fin. Est-ce qu'il va voler l'écran plat ou pas? Et finalement, on se rendait compte d'une chose, c'est que l'histoire n'avait aucun intérêt, mais elle était tellement bien tournée, tellement bien amenée avec un suspense que les gens ont suivi jusqu'au bout cette vidéo. Donc tout ça pour dire que le post, c'est pareil. N'oubliez pas dans les points clés, dans la structure du post, que 1, attirer l'attention, 2, avoir un cheminement pour qu'il y ait un suspense jusqu'au bout, c'est une séduction, le post. C'est-à-dire que si vous livrez tout d'un coup de façon trop factuelle et trop lourde, vous perdez les gens en cours de route. Donc il va falloir mettre du suspense jusqu'à la chute à la fin pour que tout le monde puisse lire le post en entier. Il y a d'autres personnes qui veulent expliquer les posts sur lesquels ils percutent le plus ou ce qu'ils ont pu remarquer qui leur fait réagir? Moi, je suis aussi dans tout ce qui est restauration et hôtellerie et c'est souvent aussi des informations,
relatives aux nouvelles normes, à la tendance du marché. Ça fait pas mal d'années quand même qu'on en souffre, donc dès qu'il y a des petites informations, voilà, rapport au secteur, ça m'intéresse. Donc pareil, effectivement, à partir du moment où on a tracé sa cible, c'est intéressant, on sait tous les sujets qui vont intéresser et surtout avec de la valeur ajoutée. Et il faut savoir effectivement, encore une fois, bien structurer le post pour pas que ce soit non plus des choses, on sait que les gens vont passer quoi? 10-15 minutes sur LinkedIn et passer à autre chose, donc il faut pas non plus, les charger de trop. Donc vous pourriez aussi sous forme de brève, surtout que si vous abordez sur de la norme comme ça ou des éléments très techniques, c'est ce qui assoit votre crédibilité. Donc c'est hyper pertinent et c'est ce qui va faire que les gens vont vous suivre régulièrement. Donc effectivement, ça peut être une approche aussi d'aller sur des éléments très techniques, très pointus, quoi. OK. Donc pour parler des posts, aussi une des choses importantes, c'est, ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que, il y a des posts où on vous attend sur de l'information pure, mais on voit bien qu'il y a des sujets, par exemple, qui ont été vus, revus, revus et qu'à un moment donné, il va falloir trouver le point de différenciation et il va falloir trouver la raison pour laquelle on va vous suivre vous plutôt qu'un autre. Alors, sûrement parce que c'est vous, mais pas seulement. Il faut aussi amener encore une fois de l'émotion et même dans votre wording, dans les mots que vous utilisez, c'est mettre de l'émotion. Parfois, il suffit juste d'inverser un verbe par un autre. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais je vous partage, je vous confie, j'ai envie d'eux, mon cher réseau, il y en a même qui vont encore plus loin. Je vous aime, des déclarations. Alors, faut pas trop en faire et encore moins quand ça sort. Si vous êtes quelqu'un de très froid de nature et que tout le monde vous attend sur un terrain très froid, bon, ça va pas coller. En revanche, si vous êtes beaucoup plus sensible et très proche des gens, il va falloir que ce lien, on le ressente sur vos posts. Et de temps en temps, montrer que vous partagez quelque chose d'un peu inédit, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai une information que j'ai vraiment vite envie de partager maintenant, tout de suite, et j'ai envie de vous avouer quelque chose, et d'aller sur du ressenti, ça percute beaucoup plus, parce qu'on s'attache à l'humain. N'oubliez pas toutes ces campagnes de bad buzz de ces dernières années, que ce soit Mon Minou tout doux avec la marque Vite, que ce soit La Redoute avec l'homme tout nu, que ce soit, enfin, on en a vu plein. La chute a été souvent des excuses de la part des équipes marketing, des excuses sincères ou drôles, en tout cas sur le registre de l'émotion, et qui a quand même valu pour La Redoute être élu quand même le meilleur bad buzz. Et c'était en 2012, on en parle encore aujourd'hui. Et donc pour d'autres marques, d'avoir vraiment réussi à créer un lien très très fort, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait La Redoute? J'ai pas OK. compris. Attendez, juste un instant, pardon. La Redoute, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, vous taperez l'homme nu, La Redoute, vous inquiétez pas, ce sera pas un contenu, il y avait en fait une photo qui était sur le catalogue où il y avait des enfants devant et un homme nu qui marchait sur la plage derrière. D'un coup, tous les internautes se sont mobilisés pour dire: «Mais il y a un homme nu derrière des enfants, ouh là là» et cetera. La directrice marketing a pris la parole avec une petite vidéo que vous retrouverez sur YouTube, même encore aujourd'hui, en expliquant que, merci aux internautes, qu'elle aussi avait vu d'autres, enfin ils avaient remarqué également d'autres anomalies sur le catalogue. Ils ont mis un crocodile dans une piscine, enfin un crocodile gonflable, etc. Et que pour récompenser tous les internautes qui verraient des erreurs, ils rabiraient tous les gens qui relèvent des erreurs. Ce qui est intéressant, parce que Ah du coup, d'accord. vous avez une pointe d'humour et ça a été voilà, une très très bonne chute. Comment? Vous voulez dire quelque chose, Séverine? Ah non, non, j'ai juste Non. dit: «Ah bon» et voilà, ça m'a fait sourire. Et ce qui était intéressant, c'est que les 3 Suisses, elles surfaient dessus en disant, «Je savais pas qu'on savait pas que chez nous qu'il y avait des maillots de bain» et cetera. Bon bref, vous verrez que c'est assez intéressant et c'est encore une fois le registre de l'émotion qui a sauvé la situation. Donc n'oubliez pas d'agir avec émotion et donc voilà, dans vos posts, de pouvoir le transmettre. Alors quel est votre niveau d'implication sur les réseaux sociaux? C'est important encore une fois de se dire: «Quelle est la limite? Quelles sont mes valeurs?» et parfois aussi, de temps en temps, de montrer que vous êtes un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui a des bons points et qui fait aussi des erreurs. Il faut savoir parler de ses erreurs, parce que sinon, on finit par être, surfait. Des études ont montré que 2 d'avis négatifs sur un produit avait un impact, plus positif que 0 d'avis négatifs. Ce qui veut dire aujourd'hui que les gens savent toujours qu'il y a, et encore plus quand on est français, on trouve toujours le truc en disant: «Il y a forcément quelque chose derrière, ça peut pas être parfait, il peut pas être parfait ou elle». Donc de temps en temps, savoir avoir un peu d'humilité et de savoir dire: «Voilà, ce jour-là, j'ai fait une erreur et la façon dont j'ai rebondi,
ça peut être hyper intéressant, en tout cas pour les gens qui vous suivent et pour la relation que vous construisez. Encore plus si dans l'une de vos valeurs est la transparence et l'honnêteté que vous allez développer avec les internautes. Donc ça peut être intéressant d'aller sur ce registre-là. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans votre secteur? Une question à vous poser. Parce que pour construire ce qu'on appelle votre personal branding, il faut devenir la référence. La référence, ça se construit pareil avec le temps. Ça veut dire vous devez être vraiment l'expert qu'on va solliciter. Pour ça, il faut qu'il y ait quand même un registre de sujets. Il ne faut pas trop vous écarter. Si un jour vous parlez, par exemple, sur LinkedIn, de, je sais pas, imaginons que vous êtes spécialisé dans la com, mais qu'un jour vous parlez d'autres sujets, de la finance, un autre jour. En fait, on ne comprendra pas que vous êtes l'expert et la référence dans le sujet. Je pensais à Raphaël, tout à l'heure, qui nous disait « je fais de la vidéo, mais je fais de la vidéo comme ça, comme ça, comme ça ». Mais effectivement, il faut se dire quels sont là où on vous attend pour être l'expert, peut-être tourner autour des scénarios, de l'objectif, de l'apport, etc., de la communication, mais pas trop sortir de ce registre-là, surtout pendant un temps, le temps que vous installiez cette reconnaissance. Donc, restez vraiment sur ce registre-là, sur votre domaine d'expertise et qualifiez bien tous les sujets dessus. Mais rien ne vous empêche, une fois de temps en temps, d'aller sur un registre un peu décalé, qui peut être juste à vocation peut-être de travailler votre marque employeur, je sais pas, en expliquant la vie de votre entreprise ou ce que vous avez vécu, ou une victoire personnelle. Mais il faut qu'il y ait un bon équilibre pour vraiment rester dans votre registre. J'accélère un peu, je vois le temps. Je suis désolée, je suis un peu sortie. Est-ce que quelqu'un, une ou deux personnes, veut pitcher son idée en une phrase ou faire l'exercice, 1 minute, qui va rebondir après sur le conseil numéro 7? Pas de volontaire? Bon, ok. C'est pas grave. Donc l'idée, c'était de vous dire que, important aussi, un des points principaux et la première brique de votre communication sur LinkedIn, c'est le storytelling. Les gens aiment les belles histoires, ils veulent comprendre votre histoire, ils veulent que vous l'incarniez. Il n'est pas possible de dire je suis juste allé dans l'immobilier parce que il y avait du potentiel, ou je suis allé dans l'architecture, enfin j'ai été architecte parce que j'ai fait des études d'architecture et ça m'a plu. Il faut absolument prendre le temps de noter tous les faits marquants, de prendre le temps de construire une histoire et d'y mettre les émotions. Parfois, c'est un élément déclencheur, de trouver ce qui a fait que votre vie a basculé vers cette ambition. Si vous êtes dans le domaine de, je pensais tout à l'heure, de la food, enfin de la gastronomie, d'expliquer qu'est-ce qui vous passionne dedans, qu'est-ce qui vous a toujours passionné, ou peut-être une anecdote quand vous étiez petite, ce qui vous a touché. L'enfance, la nostalgie est un territoire très intéressant à exploiter, puisque on voit l'enfant qui se révèle dans le vocabulaire, dans les émotions, et donc vos posts sont encore plus forts et plus percutants quand vous allez sur ce registre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier post, si vous n'avez jamais posté parmi vous, le premier post, c'est votre histoire. C'est poser les briques de ça pour commencer cette relation et ouvrir le livre et écrire la première page. Et donc, réfléchissez bien à ce post-là pour ensuite créer une histoire qui va se découper en posts pendant des années. Et donc, voilà, c'est la première chose. Même si de temps en temps, on pourrait revenir en arrière, c'est pas toujours chronologique, on peut aussi se rappeler d'événements marquants, mais en tout cas, la première brique, ça doit être ça. Le conseil numéro 8, c'est les groupes LinkedIn. C'est-à-dire qu'il faut sortir aussi que de votre profil, il faut rejoindre les bonnes communautés, et c'est un ciblage très chirurgical. Pareil, quand vous arrivez dans des groupes, l'erreur qu'on voit, la première erreur, c'est souvent d'arriver et puis de se valoriser soi ou de vendre son produit. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous arrivez à une soirée, vous dites bah tiens, moi je vends du service, du conseil, je sais pas quoi, en aménagement de bureau, et puis vous en allez. C'est pas possible. D'abord, on s'intéresse aux gens, on comprend qui fait partie de la communauté, on écoute les autres, on les valorise, on les aime, on s'intègre, et ensuite seulement on va parler de soi si on nous pose la question. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pas au moment où vous cherchez des clients qu'il faut travailler cette recherche dans les groupes, c'est en amont. Il faut déjà construire ça et vous intégrer dans ces communautés-là bien en amont. Alors ensuite, on me dit souvent, OK, une fois que j'ai ma réputation, etc., comment je fais pour convertir?
Et c'est souvent le sujet, c'est j'ai créé du lien, j'ai plein de contacts, mais après comment j'en fais des clients? Il faut pas hésiter, vous savez, j'entendais quelqu'un récemment qui me disait, qui est inscrit sur Tinder, il me disait: «Tu vois, sur Tinder, il faut pas passer des semaines et des semaines à écrire. Il y a un moment donné où il faut se contacter, il faut se voir en vrai, parce que sinon ça s'éteint naturellement» et c'est pareil sur LinkedIn. Il y a un moment donné, il faut se voir en vrai, où il faut avoir une vraie relation, un call, quelque chose pour convertir. On peut pas tout faire comme ça, pendant des semaines parce que ça va s'éteindre. Donc il faut prendre un moment, le bon moment pour dire: «Bah, OK, est-ce qu'on peut échanger de vive voix, pour poursuivre ce qu'on a commencé à entamer, en ligne?» Et donc il faut passer cette étape-là. Pas forcément besoin, il y a aussi le vieux réflexe qu'on avait dans les années 2000-2010 d'envoyer systématiquement vers son site internet. C'est pas toujours nécessaire. Parfois, le téléphone peut suffire ou se voir peut suffire. On n'est pas obligé de renvoyer forcément à consulter sa vitrine, quoi. Et puis le dernier point, c'est la fameuse zone de confort. C'est quoi vos limites? Vrai sujet sur cette phrase qui est toujours, il y a toujours les pour et les contre. La première des choses, c'est croire en vous. Vous êtes intéressant, vous avez des choses à dire et ce que vous dites est intéressant. Si vous ne croyez pas que vous développez la meilleure entreprise du monde, personne ne le croira à votre place. Donc c'est à vous de transmettre ce message-là. C'est à vous, à travers vos posts, de transmettre votre enthousiasme, votre volonté de changer les choses, changer le monde ou en tout cas et de transmettre cette ambition. À force de trop minimiser ce que vous êtes, qui vous êtes, vous finissez par faire fuir. J'ai discuté avec une entreprise récemment qui recrutait des commerciaux justement et qui à chaque fois qu'elle recevait les commerciaux en entretien disait: «Vous savez, nous on est une petite boîte, on travaille depuis des années, c'est très familial, on peut pas vous promettre trop». Et finalement, du coup, les gens en face, bah, ça faisait pas rêver les commerciaux. Alors que c'est une belle boîte qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une bonne ambiance, avec des gens qui sont là depuis des années, avec des clients fidèles et cetera. Mais avec le temps, on minimise, on croit moins en soi et on sait moins valoriser les choses. Donc il faut pas hésiter aussi à être très positif, et même si, bah, on n'est pas la meilleure du monde, mais on essaie de montrer voilà, d'y croire. C'est important avant d'écrire un post de garder cette positivité, comme on peut dire, ou en tout cas ce dynamisme. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin, si ça répond un peu à vos interrogations, pas du tout? Séverine, Edwine, Clémence, Si, Claire, très bien. Non, non, Géraud? j'ai peut-être déclenché le micro, mais si, c'était très bien. C'était très bien, au C'est un peu contraire, ça nous répondu à ouvre, bah, en fait, il y a des choses qu'on sait ça toujours vous ouvre plus ou un moins, peu? mais le fait de les revoir, de les réentendre, c'est quand même, très, très important parce qu'on perd la logique ou on perd le fil, on le fait pas dans l'ordre, enfin bref, donc si, oui, c'est important. N'oubliez pas que, LinkedIn, c'est, vraiment prenez le temps. C'est beaucoup de temps à consacrer au démarrage et ça vaut le coup, parce que c'est vraiment un outil qui est incroyable. Je dirais que moi, j'ai développé toutes mes boîtes sans jamais décrocher le téléphone et sans jamais prospecter et je souhaite à tous de le faire pareil. C'est-à-dire, que si vous construisez une bonne stratégie, voilà, vous pouvez, développer votre activité sans avoir besoin de prospection traditionnelle. Alors ça ne remplacera jamais le contact humain, on l'a dit, une fois que vous avez vos contacts, mais ça vous enlève une partie de la première étape, quoi. Il y a d'autres observations ou des questions? Après, moi, j'avoue Très bien, que, Claire, merci. Oui. autant pour moi, j'avoue que moi, de mon côté, c'est parce que je me concentre peut-être trop sur le côté travail. Et c'est vrai que je ne prends pas assez de temps. Je devrais me mettre, je pense, une journée par semaine sur ma communication et me concentrer que sur ça dans la journée. Et c'est vrai que j'arrive pas à... Moi, c'est mon organisation, je pense qu'il faut vraiment que je revoie. Parce qu'à chaque fois, je rebondis sur autre chose, à vouloir en fait prospecter, ne faire que ça. Et c'est vrai que le fait de bien communiquer, c'est pour ça que je suis en train de mettre réellement une stratégie, d'y réfléchir. Et le but, voilà, je pense que ça va être vraiment de pouvoir m'octroyer une journée ou une demi-journée que pour ma communication et trouver vraiment la stratégie. Je pense que c'est mon réel problème aujourd'hui et c'est parce que je pense que je m'inquiète trop à ne pas avoir de clients, alors qu'en fait, par la suite, à force de, j'aurais exactement, comme vous l'avez dit Virginie, trouver
de la clientèle en fait qui viendrait directement à moi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, vous savez que vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aussi, on a toujours des formations plus longues qui vous permettent de définir votre strat, qui sont totalement prises en charge, hein, donc par les organismes de financement. Mais voilà, prenez le temps. Là, on a 1 heure, on a fait 1 heure ensemble. Il faut savoir que chez nous, les formations, c'est 3 jours sur le sujet. Donc, vous imaginez bien qu'au bout de 3 jours, on définit toute sa stratégie et on maîtrise l'outil. Et si personnellement, il faut vous mettre une rigueur, une dynamique de vous dire, c'est presque comme, je sais pas, c'est comme se laver les dents le matin, mais c'est pareil, c'est de se dire, j'arrive au bureau et j'y consacre 20 minutes et je ne fais que ça, et tous les matins, c'est ma dynamique, quoi. Sinon, vous perdez vite le fil. C'est des habitudes à créer, des rituels, pour jamais lâcher l'affaire, quoi. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre. Dans 2 semaines, on fera un nouveau sujet pour changer un peu sur le marketing digital. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre toujours la page. Et si vous avez des questions, pareil, on reste à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de ce temps que vous nous consacrez. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis, merci d'y participer, parce que c'est vrai qu'au départ, on s'était dit qu'on en faisait un, on nous a demandé d'en ouvrir un 2e, puis un 3e, donc ça fait toujours plaisir de voir que voilà, le sujet intéresse et que enfin, voilà, la participation, les gens sont là, donc merci beaucoup. Et puis, je vous dis du coup à bientôt, dans 2 semaines, si vous êtes là, avec plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.